il y a quelque chose qui m'a envahi. Je me suis enfermée dans ma chambre. Je me suis coupé les veines. Coucou tout le monde, alors moi c'est Gaïane et aujourd'hui je vais vous raconter mon témoignage. Dans cette vidéo, avant de poursuivre, je vais être totalement transparente, âme sensible, s'abstenir. Je vais être vraie, je vais vraiment aller en profondeur. Sachez également, je tiens à le préciser, que mes parents sont au courant. Je vais devoir à un moment parler d'eux, je vais devoir expliquer certains faits, certaines choses qu'ils ont eu à faire, qu'ils ont fait. Ils sont au courant, ils sont d'accord, ils m'ont donné leur feu vert. Donc prenez vos popcorn, prenez votre tasse de thé et on est parti. Pourquoi témoigner maintenant? Tout simplement parce que c'est une instruction de Dieu. Le témoignage, c'est une arme spirituelle. Le témoignage permet de renforcer la foi des autres. Le témoignage permet de gagner des âmes. Un témoignage est vraiment là pour rappeler à Satan sa place, en fait. Rappeler à Satan qu'il a perdu, que c'est terminé, it's over. Et du coup, là, je suis là pour faire ce que Dieu me demande de faire. Ça fait un moment. Et pour la petite histoire, alors, j'ai rencontré Ismelda, qui est d'ailleurs sur le plateau avec nous. Il y a également Mylène, et ce sont deux personnes qui ont eu un rôle phare pour me permettre de passer à l'action. Donc, un jour, Ismelda m'envoie un message et elle me dit « Gaïane, j'ai eu une vision. Je te voyais en train de témoigner, en train de raconter ton témoignage. Et franchement, je sais pas pourquoi j'ai vu ça et tout, mais je sens vraiment qu'il y a quelque chose à faire. En plus, j'ai un projet, etc. » Je me suis dit « Ouais, Dieu me parle. Faut que j'y aille. » Parce que quelques jours avant, j'y pensais. Et un soir, dis avec moi, un soir, alors que Mylène et moi, nous étions en train de prier, là, elle me dit quoi? Elle me dit, Gaïane, qu'est-ce qu'il y a en toi et que tu n'arrives pas à relâcher? En fait, Dieu me dit qu'il y a un truc en toi, mais tu le gardes, c'est comme un fardeau et tout. Et moi, je suis là, oh là là, c'est vrai, il y a vraiment un truc en moi, mais j'arrive pas forcément à le sortir parce que j'ai l'impression que c'est tellement grand pour moi que du coup, ouais, je sais pas. En plus, je me sens pas vraiment légitime de pouvoir mener à bien un projet parce que je suis tellement pas parfaite, j'ai encore tellement de choses à apprendre, tellement de choses à voir. Et là, elle me sort la phrase. Elle me dit, et si la guérison, la restauration, la délivrance que tu cherches, tu l'as trouvée dans le fait de travailler pour Dieu, dans le fait de faire ce que Dieu te demande de faire, dans le fait de justement relâcher et faire sortir ce feu, ce truc, cette chose qui brûle à l'intérieur de toi. Quand elle m'a dit ça, I was like, j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, ok, là, Seigneur, je sens vraiment que c'est maintenant, en fait. The time is now. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je m'appelle Gaïane, j'ai 25 ans, j'habite en Guadeloupe, la meilleure île de toute la Caraïbe. J'habite avec mes parents, mes deux parents. Ils sont mariés, mais j'ai été conçue d'une union hors mariage et je suis fille aînée. J'ai une petite sœur qui s'est mariée en mars. Dans l'Ancien Testament, avant, les personnes issues d'une union sans être mariées étaient comme un peu privées de certaines bénédictions spirituelles. Mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, il est venu tout abolir, tout accomplir. Donc, ce n'est plus le cas, mais ça a quand même son importance de le préciser. Et premier-né parce que souvent, vous entendrez que l'aîné d'une famille a beaucoup plus de combats que ses frères et sœurs. De toute façon, vous allez pouvoir le découvrir au fur et à mesure de mon histoire. Je suis première-née. Après, bon, maintenant, ça ne veut plus rien dire parce que ce n'est pas ma naissance de la chair et du sang qui compte, mais c'est ma nouvelle naissance en Christ. Je suis une nouvelle créature. Donc, ça n'a plus d'effet sur moi. Mais juste voilà, je tenais à le préciser. Donc, je suis née en France, à Drancy, dans le 93. J'ai eu une enfance des plus normales. J'étais entourée d'animaux, chats, chiens. J'ai commencé la danse depuis 3 ans. Je fais de la danse depuis 3 ans. Et si je pouvais me décrire, je dirais que j'étais une enfant leaduse. C'était à base de chorégraphie dans la cour avec son crew de danse et tout. En France, hein, en France. On danse, voilà, comme ça. J'ai trop cru que j'étais dans un film. J'étais une grande sœur. Et du coup, dès que ma petite sœur, elle avait un souci, je rappliquais. Je peux aussi dire que j'étais une enfant très possessive. J'avais une meilleure amie à l'époque et elle s'est rapprochée d'une autre copine. Et ça m'a pas plu. Et apparemment, du coup, j'harcelais cette autre fille qui s'était rapprochée de ma meilleure amie. Je la menaçais, selon les dires de mes parents, parce que j'en ai aucun souvenir. Et du coup, elle a dû quitter l'école primaire à cause de moi. J'avoue, c'est chaud. C'est chaud d'être comme ça. Et pour être vrai avec vous, la possessivité, c'est un combat
que j'ai toujours actuellement dans ma vie. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'arrive à mettre des mots dessus et à analyser en fait d'où ça vient et comment bannir ça totalement de ma vie. Donc voilà. J'étais aussi une enfant très sensuelle. Quand je parle de sensuelle, c'est que tout ce qui avait attrait au sexe, aux choses impudiques, je sais pas, j'avais une attirance particulière pour ça. Par exemple, j'avais des nounours et je me retrouvais à embrasser mes nounours quand personne ne me voyait, bien sûr, et à me frotter comme ça. Je pense qu'il y a une partie de moi qui ne savait pas ce que je faisais, mais je suis convaincue qu'il y a une autre partie de moi qui savait très bien ce qu'elle faisait, puisque, preuve en est, je peux en parler clairement aujourd'hui. Cette même meilleure amie, au primaire, on se cachait dans les escaliers pour s'embrasser. Et un jour, elle était à la maison et on jouait à papa-maman. Wesh. On jouait à papa-maman. Ma maman nous a surprises. Donc là, la honte, c'est la honte. Mais j'étais fâchée parce que ma maman nous avait surprises en fait. Elle nous avait pas laissé continuer de faire nos affaires. J'avais un ami imaginaire, il s'appelait Ziggy. Je sais pas d'où ça... Je sais. Parce que t'as été j'allais le dire. Je sais pas d'où ça sort, mais en tout cas, l'ami imaginaire, il était là. Et d'aussi loin que je me rappelle, bon, je faisais rien de bizarre avec lui. Je pense que juste, je lui parlais. À l'imaginaire ou démon, esprit, bref, je sais pas. Du coup, j'ai fait quelques petites recherches sur tout ce qui est l'enfance, cette attirance, parce que c'est vrai que scientifiquement, j'ai déjà entendu qu'un enfant peut avoir des comportements, peut se chercher, peut se toucher pour se découvrir, etc. Sauf que là, je sais très bien que c'était pas juste une simple découverte comme ça. Et donc, j'ai trouvé sur les réseaux sociaux que, donc, comme je le dis, une curiosité corporelle, donc à l'âge de 2 ans, 3 ans, un enfant peut avoir l'envie de découvrir son corps. Imitation en jeu, papa, maman, etc. Masturbation infantile. Ça, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Et là, il est écrit que un enfant peut faire certains gestes, certains frottements pour se soulager ou parce que ça lui procure une sensation agréable. C'est précisé que si l'enfant a des comportements sexuels très précoces, qu'il faut consulter, etc. Tout ça. Donc moi, étant donné que je suis chrétienne et que j'ai quand même une certaine conscience du monde spirituel, je suis allée faire des recherches conformément à ce que la Bible dit. Nous sommes des êtres adamiques, nous sommes des êtres charnels, c'est-à-dire que à la base même, on a une inclinaison naturelle vers le mal. On n'apprend pas à un enfant à mentir. Jamais un parent va se poser et va enseigner à son enfant le mensonge. Jamais un père va se poser et va enseigner à son fils comment tromper sa femme. Ensuite, il y a les héritages générationnels. Dans la Bible, c'est précisé que le péché des pères peut aller jusqu'à la 3e, 4e génération. Il y a également des portes d'entrée. Donc, ça peut passer par des abus sexuels, des attouchements. Et ça peut entraîner une personne à avoir un comportement qui n'est pas en adéquation avec la norme. En fait, une personne abusée peut plus facilement se retrouver dans l'immoralité sexuelle qu'une personne qui ne l'a pas été. Si, par exemple, dans votre famille, vous avez des parents qui ont consulté, qui ont fait de la sorcellerie, tout ça, en fait, tous ces éléments peuvent agir sur un enfant et donc lui donner un comportement qui n'est pas forcément explicable. Et donc, je pense que dans mon cas, il y a pas mal de petites choses qui ont été instaurées, établies sur ma vie. Et aujourd'hui, il en est de ma responsabilité de pouvoir sortir de là. Et grâce à Jésus, j'ai vaincu pas mal de choses, mais on y arrive tout à l'heure. Pour remettre le focus sur mes parents, comme je l'ai dit au début, on a eu une enfance totalement normale. Mes parents ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour pouvoir bien nous éduquer, ma sœur et moi. C'était un couple normal, si vous voulez. On sortait, ma maman. Des fois, il y avait quelques petites disputes pour des crises de jalousie. Ça, on est toujours en France à ce moment-là. Donc, pour des crises de jalousie, pour de l'alcool. C'est vrai que mon papa a toujours eu une attirance particulière pour l'alcool. Et ma sœur et moi, depuis notre enfance, on a été exposés au fait de le voir sous lorsqu'on allait dans des fêtes. Mais pour nous, c'était normal. Surtout que c'est souvent ce qui est prôné à la télé. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais dans les films, à la télé. Donc pour nous, c'était normal. En 2008, on vient habiter en Guadeloupe parce que mon papa a toujours dit qu'il ne resterait pas en France. Donc ma maman l'a suivi. On vient habiter en Guadeloupe. Moi, j'arrive ici et je déteste l'île. Pour moi, dans ma tête,
Je dis à mes parents, à 18 ans, je repars, je reste pas ici, c'est nul. Y a rien pour moi. Vous m'avez fait quitter mon école, vous m'avez fait quitter mes amis, vous m'avez fait quitter ma danse. La Guadeloupe, je veux pas en entendre parler. Je reste là parce que je suis obligée, j'habite avec vous. J'ai que 8 ans quand je parle comme ça. Je reste avec vous, nana. Mais à 18 ans, je pars faire mes études. Donc au début, c'était un petit peu difficile. Mon papa n'avait pas de travail. On a vendu notre maison en France. Il est arrivé ici, il cherchait du travail et l'objectif, c'était d'acheter un terrain, de construire une maison et de vivre heureux. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mes parents ont utilisé toutes leurs économies. On est rentré en location. Il a cherché du travail pendant des années. En parallèle à ça, ma maman a fait une formation pour devenir assistante maternelle. Et au bout d'un moment, étant donné que mon père ne trouvait pas de travail, qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe quand on n'arrive pas à faire quelque chose? Ils ont consulté un gars des affaires. Parce que pour eux, c'était pas normal. Il y avait des blocages. En fait, ils comprenaient pas pourquoi ça fonctionnait pas. Donc, on leur a donné plusieurs instructions. Prendre des bains, etc. Enterrer des choses. Ceci, cela, machin. En parallèle à ça, moi, j'ai commencé la danse. Je suis rentrée dans une association de danse culturelle. Alors, au début, le gros cas et moi, zéro. Je détestais. Encore une fois, ça venait dans l'optique, ouais, en Guadeloupe, c'est nul. C'est quoi cette danse? En plus, j'arrive pas. Au fur et à mesure des années, j'ai commencé à partir en tournée. Chaque grande vacances, je suis partie en tournée dans des pays différents. Angleterre, Canada, Mexique, Miami, pour justement aller danser. Donc finalement, j'ai appris à apprécier cette danse-là. Mes parents, à côté de ça, invités dans des déjeuners champêtres. Enfin, vous connaissez un petit peu le train de vie antillais, invités dans des déjeuners champêtres, fêtes familiales. Donc, on avait toujours l'habitude de voir mon papa sous. Quand il était sous, il devenait assez virulent, en fait, dans ses paroles. Ma maman, elle était fâchée, ça créait un froid. Et à un moment, en fait, j'ai commencé à développer de la rancœur vis-à-vis de mon père parce que j'aimais pas, en fait, comment il traitait ma maman. Quand il était alcoolisé, il lui parlait très, très mal devant tout le monde. Et je trouvais que ça se faisait pas, en fait. Et je disais à ma maman, mais maman, pourquoi tu laisses papa te parler comme ça? Pourquoi tu laisses papa te traiter comme ça? Ça se fait pas. Et j'ai commencé à me rebeller, en fait, contre mon père. J'ai commencé à écrire sur les murs de ma chambre avec un compas JDP. Je déteste mon père. Donc voilà, c'était un peu ça mon enfance, en ajoutant le fait que mon père, il regardait beaucoup de pornographie. Voilà, il regardait beaucoup de pornographie, donc c'était des disputes à répétition avec ma maman encore. Oui, nanana, pourquoi tout ça? Mais en fait, ma sœur et moi, on entendait ça sans réellement comprendre ce qui se passait, mais moi un peu plus que ma sœur. Et ça nous arrivait de rentrer dans leur chambre parce que leur bureau avec l'ordinateur était dans leur chambre et de tomber sur des images à caractère sexuel sur l'ordinateur parce que l'ordinateur avait un virus et du coup, il y avait des images. Donc moi, j'ai été exposée à ça. Pour en revenir à moi, je suis au primaire. J'arrive, j'essaie de m'intégrer, je vois que je faisais la go en France, mais en Guadeloupe, c'est un peu plus difficile parce que les filles, elles ont quand même un peu de caractère. Donc je me dis, ah ouais, faut que je me fasse une place dans tout ça et tout, nanana. Je suis au primaire, tout se passe bien, je passe au collège, j'arrive au collège et moi, quand je remonte, en fait, je me rends compte que mon focus, c'était les garçons. J'arrive en 6e et ne voilà-t-il pas que je sors avec le garçon le plus populaire du collège, mais c'est... Toutes les filles le voulaient et le gars, c'était déjà un grand garçon, il était en 4e. Et moi, j'arrive et on sort ensemble. Mais je suis en 6e, je connais rien à tout ça. Mais je sens que, ouais, j'ai comme le gros lot. Mais j'ai peur, je dois embrasser le gars. Je sais pas comment on fait, je suis incapable de... je suis incapable de faire de ça. Donc, c'était en mode... des petits trucs comme ça et tout machin, et finalement ça n'a pas duré. Mais je suis quand même sortie avec le garçon le plus populaire du collège. J'étais dans vraiment ce mood-là. L'école, le cadet de mes soucis en fait. Je crois vraiment que dans ma tête, j'étais dans un film. Dans un film, avec du recul, c'est ce à quoi je m'exposais. Des films avec un personnage principal et telle chose. Il lui arrive plein de péripéties, elle rebondit, sa vie est palpitante. Pour moi, c'était ça. Donc, comme je vous ai dit, je pars en tournée tous les ans. Et puis, il y a une tournée. Je vais, après que la tournée soit finie, je reste en France un petit moment faire des vacances et je vais chez mon cousin. C'était un cousin qui était assez libre, en fait. Ses parents lui laissaient faire ce qu'il voulait. Et donc, ce jour-là, on est sortis, on est allé dans un parc. Ils ont acheté de l'alcool. Ma première cuite, mais une cuite à n'en rien comprendre. J'ai embrassé
2 inconnus. Je suis tombée plein de fois dans la... En fait, j'avais jamais bu autant d'alcool de ma vie. Je suis mineure, je suis rentrée chez mon tonton. Je vomissais tout ce que je pouvais. J'arrivais pas à aligner des mots. Enfin bref, c'était une expérience terrible. Parmi le groupe de garçons que j'ai rencontrés en France, il y en a un sur lequel j'ai fait une fixette. Et il habitait en Guadeloupe, mais il était en vacances. Donc je rentre en Guadeloupe, je continue à parler à cet individu, je développe une fixette sur ce gars-là, etc. tout ça, mais il y a rien. On peut pas se voir parce qu'on n'habite pas dans la même commune. Moi, je suis collégienne, je sais plus en quelle classe il était, au lycée peut-être. Et donc voilà, la fixette, en fait, elle est dans ma tête. Et on fait que de se parler par message, etc. tout ça. Puis un jour, je suis invitée à un anniversaire d'un gars qui a 18 ans. Et à ce moment-là, je suis en 4e avec une copine. On maquille l'histoire pour que mon papa puisse nous emmener. Donc mon papa nous emmène à cet anniversaire. C'était sur une plage, on y arrive. Et du coup, je dis au garçon de qui c'est l'anniversaire de venir accueillir mon père pour que ça puisse bien passer, que voilà. Donc il vient, il échange avec mon papa. Et puis à un moment, mon papa me dit, il me dit, Gaïa, nous savent où pas qu'arrêter là. Je regarde mon papa. Je regarde le garçon, je regarde ma pote, et je lui dis, ah bon? Alors, il me dit, ouais, au pas arrêter là, ça pas qu'à plaire, moi. En fait, faut savoir que mon papa, c'était le papa antillais, strict, sévère, qui éduquait ses enfants à la dure. Alors, autant quand on était petite, il manifestait de l'affection, je m'en rappelle plus, mais une fois que j'ai commencé à grandir, nada. Pas de je t'aime, pas de je suis fière de toi, pas de marque d'affection, en fait. Moi, je connais pas ça. Un papa, genre, aimant, câlin, limite, c'est gênant. Limite, c'est gênant pour moi. Et il me dit, ou pas qu'arrêter là. Je me dis, aïe, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Il y avait le gars que je kiffe, je pouvais enfin le voir et tout. Qu'est-ce que mon papa me fait? Et du coup, il demande à ma copine, qu'au café ou qu'arrêter là? Et elle dit, oui. Et je suis là. Ok. On rentre à la maison et là, le sentiment, le ressentiment, la colère que j'avais déjà pour mon père ne fait que de s'amplifier. La fête passe. Le lendemain, j'envoie un message à ma copine. Je lui demande alors comment ça s'est passé. Non. Ça, c'est une petite histoire parmi tant d'autres pour vous donner le contexte de qui est mon papa et mon focus dans la vie, mon objectif dans la vie. Ma copine me raconte que voilà, ça s'est bien passé et je sens qu'il y a une entourloupe, qu'il y a un truc qui est pas net. Au final, elle finit par m'avouer qu'elle a embrassé le gars que j'aimais, etc. Elle le savait. Déception, trahison, voilà. Et je continue à vivre. Et en fait, je vous donne des petits détails pour que vraiment, vous puissiez vous dessiner le portrait de qui était Gaïane. J'arrive au lycée et faut savoir que j'ai tout fait pour ne pas aller dans le lycée de ma commune. Moi, j'habite à Sainte-Rose. J'ai tout fait pour ne pas aller à ce lycée-là parce que je voulais pas me retrouver avec les mêmes personnes avec qui j'étais au collège. Je voulais aller à Kwefin. Pourquoi Kwefin Bemao? Vous savez, il y avait ce truc en moi qui était à la recherche de la fame, aller dans les endroits les plus populaires, les plus... C'est ce truc-là qui m'a emmené au lycée Charles Kwefin à Bemao. Je sais pas comment... Ouais, j'ai trouvé un truc. Il y avait une matière qui n'était pas à Sainte-Rose, mais qui était à Kwefin. Et j'ai dit que je voulais faire ça. Alors que j'étais totalement nulle dans cette matière. J'ai réussi. Je suis arrivée au lycée et j'ai commencé à faire tout ce qui est concours de Miss. Alors, faut savoir que j'avais absolument pas confiance en moi. Je me trouvais grosse et je me trouvais moche. Mais ce désir-là, d'être vue, d'être acclamée, m'a conduit et m'a poussé, m'a donné l'audace de me présenter au concours du lycée Charles Kwefin en 2016. J'ai gagné. Par la grâce de Dieu, j'ai gagné le concours et donc ça m'a emmené sur un deuxième concours, Miss et Mister Interlycée. Donc pareil, là, je rencontre d'autres gens. Je suis heureuse parce que je suis pas avec les gens de Sainte-Rose. Je rencontre des gens des Abîmes, Petit-Bourg, etc. Et là, je vous laisse deviner quelle est la suite de l'histoire. Il y a un nouveau garçon, un nouveau garçon sur qui j'ai flashé. Mais il était en couple. Donc voilà, on passe l'aventure, etc. Là, j'ai terminé 3e dauphine. Bon, voilà, j'ai quand même terminé dans les finalistes. Et ce garçon en question part faire ses études en France. Mais moi, je sais qu'il a une copine. Qu'est-ce que j'ai eu l'audace de faire? J'ai envoyé un message au gars sur Snap, mais je lui dis oui, j'ai vraiment apprécié cette aventure de Miss et Mister à tes côtés, etc. J'espère qu'un jour, tu pourras me regarder ou tu pourras m'aimer comme tu aimes ta copine. Et en fait, c'est maintenant. Sur le coup, quand je l'ai fait, j'étais juste en mode, bon voilà, j'ai envoyé le message et puis voilà. Mais avec du recul, mais c'est quelle sorcière qui fait ça en fait? Après les concours de Miss, j'arrive à avoir accès. En fait, j'ai un contact pour travailler dans l'événementiel.
Donc, je suis une adolescente qui commence à travailler dans les après-midi récréatives. Je me fais un petit peu d'argent comme ça. À 17 ans, je commence à avoir l'autorisation de sortir un peu plus fréquemment avec une amie. Donc voilà, à 17 ans, j'ai commencé à avoir un peu plus l'autorisation pour pouvoir sortir en soirée. Donc, mon père ne nous laissait pas jusqu'à la fin de la soirée, 5 heures du matin. Il nous autorisait il venait nous récupérer à 4 heures. Ma maman, elle est blanche et mon papa, il est noir. Donc, je suis issue d'un couple mixte. Et en fait, ma maman était tout le temps là pour pouvoir lisser les choses, pour pouvoir dire à mon papa, mais laisse-la faire et tout, nanana. Voilà, je sors, je vis une adolescence, voilà, école, je sors quand c'est les vacances, etc. Jusqu'à un jour, à 17 ans, les grandes vacances de 17 ans, je suis sortie la veille, je suis rentrée tard et le lendemain, ma maman n'a pas pris ça. Donc, elle a commencé à me crier dessus. Et moi, elle me criait dessus et en fait, je lui demandais de pouvoir aller dans une autre sortie. Elle m'a dit non. J'ai pas accepté le non. Hein. J'ai pas accepté le non et j'ai commencé à être remplie d'une colère et on a commencé à se crier dessus dans la maison. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui m'a envahie. Je me suis enfermée dans ma chambre. Je me suis coupé les veines. J'ai développé en fait cette habitude de me faire du mal. Quand mon papa me criait dessus, parce que je trouvais qu'il avait parfois une autorité abusive. J'étais pas une enfant battue, mais je prenais des coups. Et des fois, je trouve que c'était injustifié. Et donc, comme je pouvais pas exprimer cette injustice, je me faisais mal. Je pouvais me mordre. Ça me faisait des bleus sur les bras. Et je récupérais des petits bouts de verre pour me faire des petites entailles comme ça. Mais jamais je me suis dit, je vais m'ouvrir les veines, quoi. Je me faisais du mal parce que j'étais énervée. Et ce jour-là, je me suis coupé les veines. Ma sœur est rentrée dans la chambre. Elle a commencé à appeler ma maman. Maman m'a dit, mais pourquoi t'as fait ça, Gaëlle? Pourquoi t'as fait ça? Elle a appelé mon papa. Il était au travail. Et du coup, il a dit, calme les autres, qu'est passé. Il essaye de c'est la force calme. Du coup, il arrive, on m'a emmené à l'hôpital, au CHU. On m'a fait voir un psychiatre. Mais moi, dans ma tête, je suis là, mais non, mais les amis, je suis pas folle. C'est juste que j'étais en colère et enfin il y a rien, je suis pas obligée de voir un psychiatre, il y a rien, je suis vraiment désolée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai fait une lettre parce que mon papa m'avait confisqué mon téléphone du coup parce qu'il voulait fouiller dedans. Mais ma maman, je sais pas s'il l'a fait finalement pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans ça, qu'est-ce qui m'occupait l'esprit. Donc je leur ai fait une lettre d'excuse. Je sais pas si la lettre était sincère avec du recul hein. Je sais pas si c'était pas une façon de me dire si je m'excuse sincèrement. Alors, je pense qu'il y avait une part de moi qui était sincère et il y a une part de moi qui voulait récupérer son téléphone. J'ai fait la lettre. Voilà, finalement, ça s'est calmé. Je continue à vivre. C'est l'année de mon bac. Et pour mes 18 ans, avec une amie, on décide de faire une fête commune. Et à ces 18 ans-là, on avait invité plein de monde, il y avait de l'alcool, etc. Mes parents nous ont donné l'autorisation, ils sont partis. Et il y avait un garçon. Encore une fois. Un garçon. Après cette fête-là, on a tous été dans une villa, on a tous dormi ensemble parce que c'était loin et c'était la première fois qu'on me touchait. Donc je me suis retrouvée avec ce garçon et il m'a touchée à mes 18 ans. Mais on n'a pas été plus loin parce que j'avais trop peur. Mais il m'a touchée. Et donc, j'ai commencé à m'attacher à lui, à développer des sentiments, mais j'ai appris qu'il était en couple. Donc du coup, j'ai arrêté de lui parler. Arrivent les grandes vacances 2018, je n'ai pas eu mon bac. J'ai été au rattrapage, puisque bien évidemment, mon focus n'était pas sur l'école. J'ai été au rattrapage. Au rattrapage, je l'ai eu. Et les grandes vacances 2018, c'était la débauche. Et arrive un jour où je me retrouve avec ce garçon en question et je perds ma virginité. Faut savoir que lorsque je perds ma virginité, je ne suis absolument pas lucide. Parce qu'en fait, il m'avait fait fumer quelque chose. Et j'étais en bad trip total. Et il commence à me toucher. Mais je suis pas lucide. Et je lui dis, mais moi, je connaissais rien à ça. Personne m'a expliqué. J'ai été chercher des informations auprès des copines qui avaient déjà fait. Donc voilà, il commence à me toucher et tout, mais il voit que je panique et tout. Et lui-même, il est pas lucide non plus, donc il me laisse. Il me laisse m'endormir toute seule dans une chambre. Le lendemain matin, je me réveille, il est auprès de moi, il dort. Et il y a tous ses amis qui débarquent dans la chambre. Alors, je ne sais pas si ses amis étaient au courant qu'il y a quelque chose qui devait se faire. En tout cas, peut-être qu'il leur a fait comprendre que c'était pas encore fait. Les amis partent et ils me demandent tu veux le faire ou pas? Et puis moi, comme une tête, je réponds oui. Je réponds oui. Et du coup, on fait ce qu'on a à faire. Traumatisant. Pas une seule fois, il m'a demandé si ça allait. C'était très bestial. Mais moi, je me disais, bon, il a l'air d'aimer ça, donc
c'est cool, ouais, c'est cool. Et puis à un moment, on a dit, on parle vrai ici. À un moment, il est plus là où il doit être. Et du coup, je me dis, ah, c'est bizarre ce qui est en train de se passer. Mais bon, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Et du coup, voilà, c'est terminé comme ça. Cool, c'est trop bien. Maintenant, je vais pouvoir faire ça tout le temps et tout machin. Je rentre à Fouillol et j'arrête de lui parler puisque j'apprends que j'ai perdu ma virginité le jour de l'anniversaire de sa copine. Je me dis, ok, bon là, faut que je fasse quelque chose, faut que j'arrête, faut qu'on arrête de se parler. Je me concentre, je suis à l'université, je me concentre sur mes études. Ensuite, 2019, je le croisais de temps en temps à Fouillol parce qu'il venait voir d'autres filles, il venait autre que sa copine et autre que moi. Il était là, je le croisais, ça me déchirait le cœur parce que moi, j'étais follement amoureuse de lui. Et en février 2019, j'avais eu vent qu'il partait en croisière de telle date à telle date. J'ai fait en sorte de partir sur la même croisière que lui. J'ai donné des arguments à ma maman. En fait, je me rends compte que j'étais très déterminée dans la vie pour les mauvaises choses. On part sur le même bateau de croisière. Au début, on ne se parle pas, puisque on se parlait plus. Et finalement, il vient me parler, et puis moi, je suis trop contente et tout. Et dans tout ce temps-là, moi, je me fais des films. Je suis dans un film, en fait. Il vient me parler, on est en croisière, on fait ce qu'on a à faire, etc. On revient en Guadeloupe, je suis toujours à Fouillol. Et maintenant, la relation, c'est quoi? Un week-end sur 2, il vient me voir pour faire ce qu'il a à faire, et c'est tout. Donc moi, j'ai fini par accepter que l'amour, c'est ça, que le traitement qu'un homme doit donner à une femme, c'est ça. Bon, moi, je voulais plus, mais il pouvait pas me donner plus. Donc, je me disais, c'est pas grave. On va continuer comme ça, et puis c'est la vie. Et un jour, il vient me voir avec un ami à lui. Cet ami, je le connaissais. Des fois, lorsqu'on allait en soirée, j'utilisais cet ami pour pouvoir rendre jaloux le gars de qui j'étais amoureuse. C'est-à-dire que je dansais avec lui. Ça m'arrivait des fois d'aller au cinéma avec son ami pour rendre jaloux le gars de qui j'étais amoureuse, mais qui n'en avait complètement rien à faire de moi. Du coup, ils sont là, tous les deux dans ma chambre, et je fais un signe... au garçon avec qui j'ai l'habitude de faire mes affaires, qu'est-ce qu'il fait Enfin, un moment, faut qu'il parte, on a notre truc à faire. Et du coup, le garçon de qui je suis amoureuse, il l'accompagne à la porte, il ferme la porte, et on commence à faire nos affaires. Sauf que, la veille au soir, on était en soirée, et j'étais un petit peu pompette et tout, on a dansé ensemble, et dans l'euphorie de la soirée, il me dit « Demain, je viens ». Comment je veux dire ça? Demain, je viens et ce sera la porte de derrière. J'ai dit dans mon truc, comme j'étais pompette, j'ai dit non, tu vois. J'étais pas sérieuse, mais j'ai quand même dit non. Et donc, on en est au lendemain, il est là, il commence à faire ses affaires et rebelote, porte de derrière. Et donc, en fait, les larmes commencent à couler toutes seules. Et il me voit pas parce que je suis de dos. Et à un moment, il voit et il commence à crier sur moi. Il me dit, ouais, comment ça tu pleures et tout, non et tout. Et j'essuie mes larmes, je lui dis non, vas-y, t'inquiète, c'est pas grave et tout, continue, fais tes affaires. Et à un moment, je sens de l'agitation derrière moi. Il se retire, je me relève, parce que j'avais pas de visu en fait de la salle, de la pièce. Je me relève et je me rends compte que son ami était là. Il était dans la chambre du Crous. Depuis combien de temps, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a vu, je ne sais pas. Je me suis rhabillée calmement. Je me suis dit, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? L'atmosphère est... En fait, c'est comme si genre le temps s'était arrêté. Je comprenais rien. Donc le gars, son ami qui était dans la chambre en train de nous regarder, a commencé par m'attraper par le cou. Et il me dit, qu'est-ce qu'il y a, Gaïou et tout, nanan. Je suis là, lâche-moi. Et il commence à me faire des bisous dans le cou. Je lui dis, mais ça va pas ou quoi? T'as un problème et tout. Mais pour l'instant, je peux rien dire. Je suis en train de réaliser que là, je viens de me faire berner. Et l'autre gars, il arrive et tout, et ils me disent tous les deux, on peut continuer, Gaïou, on peut continuer. Je pète un câble. Là, j'explose. Je leur dis, sortez de ma chambre, sortez, pourquoi vous me faites ça? Non, dégagez. Et ils sont là, mais arrête de pleurer, arrête de t'énerver, on peut continuer. Finalement, j'ai réussi à les mettre dehors, ils sont sortis et je me suis effondrée. Mon réflexe a été de monter à la résidence universitaire chez une amie et je lui raconte, je pleure. Et là, cette fille-là, elle me dit quoi? Elle me dit, ça va aller, mon conseil pour toi, c'est que pour oublier un gars, faut les enchaîner. Quand la fille me dit ça, je suis là, bonne idée, je vais faire ça. Et de là, ça a été la descente aux enfers. J'ai recontacté le garçon dont j'étais amoureuse, l'incident sur la plage. Quand mon papa m'a dit ou pas qu'arrêter là, je l'ai recontacté. On a fait ce qu'on avait à faire. Et l'ami qui était venu au Crous avec le gars,
Il reprend contact avec moi, il me dit, il faut qu'on se voit, Et moi, je lui dis, j'ai vraiment pas envie de te parler. Ce que vous avez fait là, c'est chaud. Il me dit, s'il te plaît, Gaïane, je dois te voir. J'accepte, il me demande pardon et il m'avoue que c'était un coup monté. Que lorsque le gars dont j'étais amoureuse l'a raccompagné à la porte, ils se sont mis d'accord pour laisser la porte ouverte. Donc, elle était juste claquée, mais pas fermée à clé. Et c'était prévu, en fait, qu'ils viennent dans la chambre et qu'ils nous regardent et peut-être plus, je sais pas. Il m'avoue ça. Naïvement, j'accepte ses excuses. C'est comme si, je me sens redevable parce qu'il m'a dit la vérité. En fait, il n'y avait plus rien qui fonctionnait là-haut. Donc, on a continué à se voir avec ma pote en question qui m'a donné le super conseil. Et un jour, je lui dis, emmène-moi un joint, s'il te plaît. Parce que, oui, j'avais envie de fumer. Je fume. Et donc, je suis dans mon trip et tout. Et il me raccompagne à ma chambre du Crous. Puisqu'on était chez ma pote, il me raccompagne. Et naïvement, stone, je le regarde, je lui dis, tu veux m'accompagner jusqu'à ma chambre? Et après ça, il me dit oui. Donc, il arrive, on rentre dans ma chambre. Donc là, on parle bien de la personne qui était avec le gars dont j'étais amoureuse le jour où ça s'est passé. Et il rentre dans ma chambre. Et donc là, il fait ce qu'il a à faire. Mais je suis juste là, complètement défoncée. Hein. J'ai la force de rien dire. Je suis juste en mode fais. Et à un moment, je lui dis, attends, je vais aux toilettes. Je me regarde devant le miroir et je me dis, Gaïane, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi. Et du coup, je reviens dans la chambre, je lui dis, tu peux dégager, s'il te plaît. Sors, va-t'en, pars. Et le gars me regarde en mode, quoi? Et je suis en mode, ouais, non, là, je veux plus. Et après, il part. Donc, ma vie continue. Donc là, on est en 2019, j'enchaîne. Première personne que je rencontre comme ça, dans des soirées. On y va, on fait la fête, nanana, tout ça. Il y en a un autre auquel je m'attache. Et lui, il me dit, ah non, mais moi, quand je lui fais comprendre que j'aimerais bien un peu plus, ah non, mais moi, j'aime toujours mon ex, non. Je recroise le gars de qui j'étais amoureuse en boîte. Il est complètement saoul d'une soirée et il vient me prendre et il me dit Gaïane, excuse-moi pour ce que j'ai fait, nanana. Et je suis là, ok, oui, t'inquiète, y a pas de souci. Et du coup, lui, finalement, on a eu une discussion un jour. Je lui avoue que je suis amoureuse de lui et il me dit franchement, ça va pas être possible parce que moi, j'éprouve toujours des sentiments pour mon ex. Je lui ai dit d'accord, pas de souci. Là, je tombe sur un gars qui vend de la drogue, mais pas de l'herbe et tout, de la cocaïne. Ils vendent de la cocaïne et ça s'est fait très 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 vite. Lui ne me traitait pas comme les autres m'ont traité. Lui me disait je t'aime. Lui me disait que j'étais belle. Tous les jours, il me disait t'es trop belle. Il m'a fait sentir. Je me suis retrouvée dans des trucs où j'ai dû me cacher sous le drap parce que quelqu'un venait récupérer ça. Enfin, c'était plein de trucs comme ça jusqu'au jour où il me séquestre. En gros, moi, je voulais qu'on sorte, qu'on aille à la plage et tout. Et lui, il était juste là comme un pacha dans son lit. Il faisait rien. Donc, je me suis dit, bon, je rentre chez moi. Il a fermé toutes les pièces de sa maison et il m'a dit, tu vas nulle part. Je me suis dit, quoi? Mais Mais en fait, c'était du n'importe quoi. Finalement, voilà, je suis sortie. Il était un petit peu violent. Des fois, on pouvait jouer et tout, mais il m'a jamais frappé. Mais tu sentais que si je restais plus longtemps avec cette personne-là, je pense que je me serais pris des coups. Comme c'était un vacancier, il est reparti. J'ai continué d'enchaîner, etc. Et là, on arrive à la fin de l'année 2019. Et là, je me fais arnaquer. Je pouvais bénéficier de 8 000 € en échange de telle chose. Donc, je suis rentrée en contact avec le gars et tout. Il m'a donné des instructions. J'ai reçu la somme sur mon compte, 8 000 €. Et j'appelle ma petite sœur. Je lui dis, Lolo, je vais pouvoir t'acheter plein de linge. Je vais pouvoir m'acheter un violon. Bref, non, les 8 000 € là, ça m'a mis des étoiles dans les yeux. Du coup, il m'a dit de faire un virement de 1 600 €. J'ai eu le temps de le faire. Mon compte a été bloqué tout de suite. J'envoie des messages au gars et tout. Plus de réponse. Le lendemain, ma banque m'appelle. Elle me dit, vous avez été arnaqué. Je lui dis, mais non, c'est pas possible. J'ai vu l'argent sur mon compte. La personne m'a expliqué telle chose. C'est pas possible. Puis après, la banquière me fait comprendre que oui, donc là, il va falloir rembourser les 1 600 € que vous avez virés. Des 1 600 € qui n'existaient pas, en fait. Vous voyez, en fait, c'était un chèque en bois. Au moment de l'arnaque, tout mon monde s'effondre. J'avais déjà eu plusieurs petits clins d'œil de Dieu.
Par exemple, la fois où je suis partie en croisière, ce même garçon m'a donné quelque chose à fumer, encore une fois, sur le bateau de croisière. Et pareil, bad trip. Sauf que juste avant que mes idées ne soient plus claires, j'avais dit à ma petite sœur, ne me laisse pas toute seule. Je lui ai dit ça. Avant que je divague, machin, je lui ai dit, ne me laisse pas toute seule, s'il te plaît. Donc, elle m'a jamais laissée pendant toute ma période et tout. Et à un moment, on s'est retrouvées toutes les deux toutes seules. Elle en pouvait plus. Elle était en mode, mais qu'est-ce qui arrive à ma sœur? Avec ma sœur, on a 3 ans d'écart. Et elle était en mode, mais qu'est-ce qu'elle a? Comment je peux l'aider et tout? Il faut savoir que on a intégré une église en 2016. Parce qu'une amie à ma maman lui a parlé d'une église, parce que ma maman lui avait raconté ses problèmes. Donc, on était à l'église depuis 2016. Sauf que moi, j'y allais, mais ça ne m'intéressait pas. Et ce jour-là, sur le bateau de croisière, ma sœur commence à chanter. Parce que ma sœur, elle a toujours aimé chanter. Et là, elle commence à chanter une musique. Mais moi, je suis sous drogue. Donc, à un moment, je rigole, à un moment, je pleure, à un moment, je panique. Et là, elle chante une musique. Elle chante « Esprit Saint, consolateur ». Esprit Saint, consolateur, viens vivifier son âme. Et quand elle chante ça, je commence à pleurer. Mais en sanglots. Mais il faut savoir que je suis sous drogue. Donc, avec du recul, je pense que le Saint-Esprit m'a touchée. Mais sur l'instant T, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je pleure. Et elle chante. Et je pleure comme ça. Donc ça, c'est un des clins d'œil. Ensuite, après l'épisode où il y avait les 2 garçons dans la chambre, là, ma petite soeur me fait une playlist encore et elle me dit « Écoute ces musiques-là, ça !» Parce que je venais d'obtenir un job au McDo et sur le trajet, j'écoute des musiques. Et je sens que quand j'écoute les louanges, j'arrive à me relever petit à petit. Mais j'ai vite mis ça de côté. Et j'ai commencé à lire ma Bible aussi sur le portable à cette période-là. Mais j'ai vite mis ça de côté. Quand j'ai vu que j'allais mieux, je me suis dit « Ok, vas-y, c'est pas grave, c'est bon, je vais mieux, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ces trucs. » Après l'arnaque, j'ai regardé le ciel, j'ai dit, Seigneur, là, il n'y a plus rien qui va dans ma vie. J'ai des mauvaises fréquentations, je fume tous les jours. Les garçons, je ne sais pas où je vais. On me parle d'un Dieu tout le temps à l'église. On nous dit, oui, Gaïane, il faut que tu pries, il faut que tu lises ta Bible. Non. Là, aujourd'hui, je t'appelle. J'ai besoin de toi. Il faut savoir aussi que le garçon qui est un petit peu violent, il m'a transmise une MST. Donc en fait, il n'y avait plus rien qui allait. Et à ce moment-là, je fais cette prière à Dieu et je dis, je m'abandonne. J'en peux plus, j'ai besoin de toi parce que sinon là, c'est cuit.